La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce soir pour un sujet passionnant, encore une nouvelle fois à Café Philo, devant vos petits écrans. Et sans perdre de temps, vous savez que Café Philo a un format, on va se mettre debout pour entonner ensemble la dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos points de terre, du sol, soyons un maître, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons, marchons, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la baguette, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Alors, nous faisons la transition avec la chanson fétiche de Café Philo, en l'occurrence Assassin Pré de Julio César Barbosa en mémoire de El Comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza
abrazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Pour nous mettre un petit prise sous manger, pour nous faire un avant-goût, nous allons passer un documentaire qui est l'origine de l'univers avec les frères Bogdanov, les fameux et célèbres frères Bogdanov. C'est très peu de connaissances, c'est beaucoup de connaissances, je voulais dire, en très peu de temps. Parce que je ne suis pas certain ce que vous avez vu et entendu, vous l'avez totalement compris. C'est pourquoi ce soir, à Café Philo, c'est un réel plaisir pour me chiter à côté de deux gros scientifiques, des scientifiques de longue date, Philippe Volmar, c'est un sujet aussi passionnant, ainsi que Gaël Jean-Baptiste. À ce soir, nous allons parler de l'origine de l'univers. Alors, on a trouvé que ce sujet a son bagage qui en l'est. Parler origine de l'univers impliquait parler de l'origine de la Terre. Parler origine de la Terre impliquait parler origine de la vie. Et parler de l'origine de la vie impliquait parler de l'origine de l'espèce humaine. Parce que soit fait l'ordre chronologique, ou a sorti depuis plus récent pour arriver à plus ancien, l'espèce humaine fait apparition à l'ère quaternaire entre anthropozoïque il y a 3 millions d'années. Ça c'est l'origine de l'espèce, apparition de l'espèce proprement dit. Maintenant, concernant l'origine de la vie c'est 3,5-3,6 milliards d'années. Ça c'est pour la vie. Pour la Terre, c'est 4,5-4,6 milliards d'années. Et pour l'univers, si je fais une approximation, arrondi, c'est pratiquement 13 milliards d'années. Donc, il faut nous remonter le temps pour nous côté nous sortir qui boit espèce en fait, comment planète Terre en fait là, comment le système solaire en fait là, comment la galaxie en fait là, comment l'univers fait exister. Et nous avons remonté le temps, parce que c'est possible, sans ne pas monter dans une machine à voyager dans le temps, nous ne pouvons pas remonter avant Big Bang. Puisque ni astronomie, ni cosmologie, c'est sous théorie Big Bang pour expliquer la genèse de l'univers. Donc, messieurs, question pour nous immédiatement, qui s'est passé après Big Bang? L'aime si ça passé après Big Bang, immédiatement après. Donc, je parle nous de 13 exposant moins 43 secondes. C'est-à-dire 1
10 millionième de milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de seconde. À une température de 10 exposant 32 degrés, c'est-à-dire 100 000 milliards de degrés. Qu'est-ce qui a passé exactement dans l'apparition de l'univers là? Bon, bonsoir à tous et à toutes. Je suis vraiment content d'être avec vous ce soir pour parler de l'origine de l'univers. Très rapidement, pour répondre à la question de l'homme, je dirais que à environ 380 000 ans après le Big Bang, si on se référencie à ce qu'on vient de voir concernant la projection, eh bien, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé que la matière a commencé à se développer. L'univers, en tout cas le Big Bang, qui a donné naissance à l'univers, a commencé à entrer en expansion. Mais les deux principales choses les plus importantes après l'explosion, il y a aussi là quelque chose que je devrais rectifier, parce que quand on dit Big Bang, les gens pensent généralement à explosion. Mais pour qu'il y ait d'explosion, il faut qu'il y ait du vide, c'est-à-dire il faut qu'il y ait d'espace. Or, le Big Bang, c'est ce phénomène-là qui a donné naissance à l'espace. Donc, on ne peut pas concevoir le Big Bang comme étant une explosion. C'est une erreur tautologique. Ensuite, je disais que très rapidement, après l'explosion, entre parenthèses, le Big Bang, il y a eu beaucoup de guerres entre la matière et l'antimatière, entre les particules et les antiparticules. Il y a eu aussi ce qu'on appelle la brisure de la symétrie, la supersymétrie même, qui va donner naissance aux autres forces de la nature que l'on connaît, le feu, le vent, etc., tout ce qui existe. Donc, il s'est passé la supergravité quantique. La supergravité. À un certain moment, dans l'apparition de l'univers, à un point concentré, il y a les 4 forces fondamentales de l'univers. Ouais. La gravitation, l'électromagnétisme, l'interaction forte et l'interaction faible. Donc, c'est ce qu'on appelle la supergravité quantique. Absolument. Donc, il y a eu tout ça très rapidement après le Big Bang, mais aussi, le temps que je passe la parole à Volmar, il y a eu le fait que l'univers a failli s'effondrer sur lui-même, parce qu'il y avait d'autres problèmes à gérer avec l'antimatière. Par exemple, quand les particules d'antimatière sont entrées en collision avec la matière, il s'en est fallu de peu pour que la matière réussisse à s'échapper de cette guerre-là. Donc, du coup, il y a eu tout ça après le Big Bang. Vraiment. Bon, et merci l'homme. Et moi, je m'ai rectifié pour l'ordre scientifique là, je suis avocat. Et moi, anthropologue. Donc. Sauf que moi, j'ai un amour pour les questions scientifiques depuis mon adolescence, et qui fait que moi, j'ai une culture générale sur question. Donc, je vais parler en fonction de culture générale. Et je précise tout que tout ça m'a dit, il a prêté dans les limites du savoir scientifique. C'est-à-dire que je ne vais pas dire rien qui est métaphysique, je ne vais pas dire rien qui est philosophique, sans que moi pas reconnaître des discours pareils qui est tout aussi important sur question. Donc, la question l'univers a-t-il une origine? C'est une question extrêmement importante qui intéresse autant physiciens que philosophes. Et pour quelle raison? Parce que il y a un plus gros problème qui était posé, là où tu es venu avec la question Big Bang, c'est Big Bang baille naissance à l'espace, mais il baille naissance au temps. Donc, l'heure où dit on bagaille une origine, c'est que le temps est déjà là et que là prend naissance à un moment du temps. Donc, le ça, ou qu'a dit, ou a fait historicité question pour qui côté le sorti dans le temps. Alors que l'univers prend naissance avec le temps. Donc, ce qui veut dire avant l'univers, il n'y avait pas de temps. C'est pour raison ça qui fait aux environs des années 70, 80, 90, sautement dont un physicien. Quelle est l'origine? L'univers a-t-il une origine? L'État dit non. Pour quelle raison? Parce que c'est une aberration logique pour dire que l'univers prend naissance à un moment puisque le temps n'existait pas. Ça veut dire repère qui permet de dire qu'on a une origine, il prend naissance à toute bagaille ou à chercher joindre. Bien entendu, il y a des théories comme par exemple la théorie des cordes. Et encore théorie M qui vient permettre que il y ait des réflexions qui sont capables de faire, mais c'est seulement des réflexions qui sont capables de faire de ça qui passait avant Big Bang. Besoin pour ton précision tout sur le mot Big Bang m'a pédé employé là. Le mot Big Bang sont mots qui viennent à la mode à cause de la presse. C'est les médias qui fait mot Big Bang dans naissance. Le mot scientifique là, c'est une inflation, une expansion extrêmement rapide de l'univers et de une singularité alors. Donc c'est pas un Big Bang, mais c'est parce que l'expansion fait tellement vite
que il y a un physicien qui dit ah, ça son Big Bang. Et puis journalistes reprennent le thème Big Bang là, et puis tous ces scientifiques répétent mot. Mais c'est pas une explosion, c'est pas un Big Bang, c'est pas ça. C'est une singularité qui était à un moment, lui prend une expansion. Et les moins dit singularité, c'est comme une sorte de point mathématique, ce qui veut dire c'est pour un barrage qu'on peut même repérer un côté. C'est pas que singularité ça t'es tel côté, ou pas qu'à faire coordonnées pour lui, ou pas qu'à dire il y a à droite, il y a à gauche, il était là. Et puis, pendant un moment, il entrait en expansion avec une quantité d'énergie phénoménale. Et c'est quantité d'énergie ça qui fait que la température là aussi élevée. Donc, pour répondre précisément à la question Stéphane, c'est que immédiatement après, eh bien, son masse d'énergie qui était là. Et l'énergie, bon, depuis Einstein, tout le monde connaît que l'énergie et la masse, c'est pratiquement même bagarre là. Donc, on peut passer de l'énergie vers la masse, de la masse vers l'énergie. Bon, en façon assez facile pour m'expliquer ça. Si on fait papier, on met du feu là-dedans, eh bien, on va transformer en énergie. Il n'est pas transformé en énergie pure, parce que il y a une partie là-dedans qui est transformée en carbone, et en monoxyde de carbone ou bien dioxyde de carbone, ça tout le monde les gaz carboniques là. Et il y a tout constituant qui va le rester dans petit parti tout noir qui reste leur fin boule là. Mais chaleur ça a été senti, lumière ça que papier a fait de la prendre du feu, c'est de l'énergie. Et donc c'est une façon de transformer, mais bien entendu, pas un exemple commun de l'énergie qui se transforme en matière, mais ça se fait aussi. Mais c'est dans un grand laboratoire qu'il est arrivé à faire énergie à transformer en matière. Donc, c'est d'accélérateur de particules. Accélérateur de particules. Donc là maintenant, l'énergie ça a commencé à transformer en particules, et c'est des particules élémentaires parmi lesquelles les quarks. Et un peu plus tard, quarks ça va unir ensemble parce que ça va les quarks up, ça va les quarks down. Bon, c'est pratiquement américain qui parle non. Atom, tout ça. Etc. Donc deux catégories de particules ça va mettre ensemble pour former premier et proton et premier neutron. Là, de là étant, température univers là a baissé. Mais là où il baissé, elle a toujours été inimaginable. Parce que là où il y a une température de 10 puissance 36 degrés. D'ailleurs, qui degré, c'est degré Kelvin. Parce qu'en science, il ne faut pas utiliser degré centigrade. Pour les gens qui sont géo, on degré Kelvin. Alors, l'heure à 0 degré Kelvin ou à moins 273 et des poussières de degrés centigrade. Donc, c'est une température qui était extrême. Maintenant, encore plus tard, la température a baissé un peu plus, il vient permettre que des gluons, qui sont encore d'autres particules, permettent que neutrons avec protons viennent connecter ensemble. Là, on vient les premiers noyaux atomiques. Et premier noyau ça il n'y a pas d'électrons, mais bien que électrons tout prennent naissance, sauf que là l'univers tout entier est en plasma. Bien entendu, tout le monde est habitué à trois formes de la matière, liquide, gaz et solide, mais il y a l'autre forme de matière, l'autre état de la matière que les plasma. Donc, son état côté que l'atome pas gain électron, un électron ou noyau, etc. Donc, là, son bouillon de noyau, un bouillon d'électrons. Et puis ensuite, température a baissé à nouveau et les noyaux qui sont chargés positivement et les électrons qui sont chargés négativement, et bien les attirés nous venons faire face au premier atome qui c'est atome qui pique commun dans l'univers, qui c'est les atomes d'hydrogène, parce qu'il y a un seul proton et un seul neutron, même s'il y a des variantes qui gagnent de l'autre barrage. Donc de là nous venons la première matière là. Et c'est approximativement à partir de ce moment, ça veut dire environ 380 000 ans après Big Bang, que la lumière commence à émettre. Pour quelle raison? Parce que tellement de particules ont été concentrées, chaque particule de photon qui c'est particules de lumière, ça fait nous-mêmes là, c'est parce qu'un photon qui a sorti de nous appareil tombe sur nous et rebondit sur nous qui fait nous-mêmes. Donc photon, c'est eux-mêmes qui a transporté l'énergie. Donc maintenant, ils viennent plus ou moins libres parce que l'univers vient plus grand et ils permettent que la première lueur de l'univers est faite à partir de 380 000 ans. Très bien. Et Gaël, si on veut ajouter Mando, oui, un petit moment, parce que là, une question extrêmement importante pour nous. Parce que j'en ai parlé là, c'est un peu de littérature. On dit littérature pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire m'a parlé de littérature scientifique. Comment
scientifiques, je vais parler de mon travail dans l'astrophysique nucléaire, chimie nucléaire, physique nucléaire et astronomie, cosmologie. Comment vous procédez pour faire recherche ça? Comment vous procédez pour prouver? Comment vous vérifiez l'information ça? C'est qui méthode vous utilisez? C'est qui moyen vous utilisez? C'est qui technique vous utilisez? Alors, pour toute catégorie scientifique qui a œuvré dans le domaine cosmologie et qui passe pendant un certain temps de cosmogonie à cosmologie, ils ont utilisé plusieurs domaines. Mais le premier domaine qui est plus intéressant, le premier champ d'application et pour méthodologie, ça arrive et qu'à des résultats, c'est par l'observation. Par l'observation, mais qui avant tout gagne comme postulat les théories. Les théories, par exemple, on vient ensemble avec une équation qui a dit mais comment configuration salle là doit y et si nous basons sur configuration salle ça à partir de l'équation là, nous devons joindre ni proportionnel à toute l'autre salle qui gagne dans un pays ou bien plus ou moins ensemble avec ça. Par exemple, on travaille comme ça Albert Einstein fait ensemble avec la relativité restreinte dans un premier temps et puis dans un second temps avec la relativité générale. Il y a de l'autre méthode, la méthode intuitive, qui fait qu'un scientifique n'a pas tellement besoin d'entrer dans un laboratoire scientifique pour lui produire un travail de recherche, mais il est toujours recommandé et pour proposer ce travail-là, on vient ensemble avec théorie mathématique ou physique sous lui, et puis après ça, on soumet en comité à la manière de Einstein, à la manière de Max Planck, à la manière de Stephen Hawking, etc. Et puis ensuite, après mettre réflexion qui fait, débat qui fait autour de théorie, il faut voir qu'on est là, est-ce qu'elle est vérifiable? S'il est vérifiable par l'expérience, par l'expérimentation même, eh bien théorie là, il va le valider. Mais en même temps, tout, si on l'autre théorie t'a vini, t'a contredit théorie pour là, ça n'a pas fait que théorie pour là, toujours pas exister encore. Falsifiabilité. Absolument. Absolument. Parce que grand pile monde qui pensait que la théorie gravitationnelle de newtonienne n'est toujours pas existé, il ne pas prendre en compte. Mais c'est faux parce que de nos jours et depuis un certain temps, on utilise la gravitation universelle de Newton pour envoyer des hommes dans l'espace, pour envoyer tout ce qu'on doit envoyer dans l'espace. Donc c'est un peu ça la méthodologie de la recherche et des résultats avec ce procédé. Avant de passer Yvonne la parole, parce que ça fait me poser des questions. Comme ça, nous ne pouvons pas monter en l'air la télévision. Nous on les net. Nous on l'air. Parce que non, c'est très sérieux. Objets, ça les objets spacieux, ils sont très loin de l'espace. L'on prend le soleil là, et puis pour essayer de combiner, ça me le fait, le public là comprendre par rapport à ça, l'on prend le soleil là, il est situé à 150 millions de kilomètres de la Terre. Exactement. Pour lumière sortir sur le soleil là, alors, il y a une façon de parler, c'est pas commodité de langage, pas Timba d'ici là, pas faire ça. On va s'en parler, c'est pour tout le monde comprendre pas commodité de langage. Pour lumière sortir sur le soleil là, pour arriver sur la Terre, prend 8 minutes. 8 minutes. Qu'on y a, si on étoile, parce que le soleil là sont étoiles liées à 2 fois la distance de la Terre, 2 fois la distance soleil-terre, il a besoin 16, pour lumière arriver sous Terre, il a besoin 16 minutes. Il a besoin de traverser l'espace à 16 minutes. Donc 3 fois la distance soleil-terre, il va où? 3 fois c'est 21, c'est oui, c'est 3 fois 24, il va où? 24 minutes. Donc c'est des bagages qui sont extrêmement éloignés de l'espace que nous avons perdu. C'est ça que, je me rappelle, moi, je une discussion, moi, j'ai dit, un citoyen que, en fait, on a regardé celle, on a regardé étoile, nous ne pas jamais regarder, bon, pour commencer, celle-là, c'est son mot. Oui. Donc, on regarde étoile, vous célestin, dans celle-là, on ne pas jamais regarder dans le moment présent. Absolument. Parce que la lumière, des étoiles, on a regardé dans le ciel noir, ils ont mouru depuis longtemps. Mais la lumière a tellement pris temps pour traverser l'espace pour arriver jusqu'à nous. J'ai l'impression que c'est le moment même n'a regardé, mais c'est n'a regardé la lumière ça à des millions, voire des milliards d'années. Si vous permettez mon exemple concernant l'étoile, justement, il y a une plus belle explosion de supernova. Alors, très rapidement, en supernova, parce qu'il faut descendre à la Terre, en supernova, c'est une étoile qui passait de stade, une étoile normale, tant que le soleil là, et qui explosait à un moment donné. Il y a plusieurs types d'explosions qui font que les cas appartiennent à plusieurs types de supernova. Les cas en supernova de type 1, les cas en supernovae et les cas en supernova tout court. Donc, l'on étoile comme ça a explosé et exemple c'est
explosion ça a été faite, je crois... 14? Non, c'est très longtemps, même avant le Moyen-Âge, si je ne me trompe pas. Et les Chinois ou les Japonais, ils ont enregistré ça. Si on a fait recherche, là, il y a eu une première explosion d'étoiles, de supernova qui est arrivée enregistrée dans toute l'histoire de l'humanité, et bien c'était explosion ça. Et il n'y a pas très longtemps, pour montrer échelle de temps, de avant Moyen-Âge à nos jours, c'est Kounia, Kounia, on parler des années 2000, que de commencer à comprendre qui ça qu'on supernova, qui ça qui font supernova exploser. C'est encore en référence à la trajectoire de la lumière qui est environ, bon, je le dis environ, qui est environ 300 000 km par seconde. À la seconde, dans le vide. Dans le vide et aussi dans l'espace. Oui, parce que, je suis obligé de mettre la précision parce que là, on dit vide, aucun monde ne peut penser que vide là, c'est un bagage qui vide. Parce que le vide est le siège, donc quantité activité, il y a une quantité de particules qui circulent dans le vide là. Donc, les neutrinos, par exemple. Attendez, Bamzo, et pour quelle question ça a posé là, il ne va pas répondre ni en 2 minutes ni en 3 minutes, méthodologie qu'ils ont employée pour aboutir à connaissance ça. Parce que déjà, il y a toute une histoire. On a déjà commencé par Galilée qui a un instrument, et même si Galilée, c'est arbitrairement, parce que bien avant, il y avait ça. Oui, il y avait Nicolas Copernic. Mais pour question Big Bang, pour nous rester dans le sujet origine de l'univers là, et ça a commencé avec Edwin Hubble, qui a observé galaxies et qui rendu compte que y a un changement de couleur. Il y a des galaxies qui ont tendance à passer du bleu au rouge. Pour moi, dire qui ça qui est fait Doppler là, c'est par exemple pour camper bon la rue et puis une machine qui a vini, li passer klaxonner. Autant des sons très aigus. Pendant la venue, plus la approcher, ou avez tendance que le son a changé. Parce qu'en pile, nous vivons expérience ça. En particulier, si il y a une machine de la police qui a passé, il y a une sirène. Le loin, autant des sons. On gens plus la pas avancer sous autant des sons. Puis grave, le devant, il vient grave net, et puis l'aller, il recommence même côté le derrière. Et ça effet Doppler, c'est parce que pendant que onde sonore là a sorti en dedans appareil qui a fait sirène là, la vient joindre nous, en même temps, sous sonore là a déplacé. Ce qui vient faire que onde sonore vient gagner tendance à rapprocher. Donc, les ondes rapprocher, ça veut dire fréquence là a élevé. Et les fréquences élevées, il y a une bonne sensation d'aigu ça. Donc, plus soit pas avance, plus corps n'a pas avancé sous, donc plus soit joindre plus décalage entre ondes sonores. Et même phénomène ça tout aussi valable pour la lumière. Ça veut dire si il y a une source de lumière qui est en mouvement pendant la pémètre et une lumière là qui c'est une onde tout depuis physique quantique, c'est pas seulement particules, c'est une onde tout. Donc ça fait que plus source de lumière ça après les virer au bleu et plus les loin les virer au rouge. Et Edwin Hubble a découvert ça. Et monsieur était fini par conclure que c'est parce que les galaxies s'éloignent de nous. Ça veut dire s'éloignent de nous. On essaie de faire un exercice d'esprit. Imaginez qu'on a un blade dans le monde et pour faire 6 petits points sous le blade là. Chaque point, ça a une quantité de millimètres qui sépare. Et puis on va gonfler le blade là. Plus on va gonfler le blade là, plus distance qui sépare les points va augmenter. C'est ça qui est l'expansion de l'univers là. Donc, ce qui paraît assez étrange, c'est que même Edwin Hubble a des difficultés pour accepter que l'univers en expansion. Moi, c'est l'année 1920. Oui. Donc, c'est à partir d'un télescope que monsieur découvrit ça. Et c'est théorie expansion de l'univers ça qui va encourager que vous financez Kobe pour te voler dans l'espace. Donc, c'est à partir de là que question originale vient parler. Parce que, nous dit, si les galaxies s'éloignent de nous, ça veut dire que une époque qui était plus proche. Et comme une époque qui était plus proche, donc, de un côté, tout est ensemble, même genre. Et les analyses, les réflexions ont commencé. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à tomber. Alors, calcul mathématique et physique viennent aboutir à la conclusion Big Bang. Et parce qu'au départ, il était accepté dans toute communauté scientifique là que l'univers était infini et même éternel. Principe cosmologique parfait. Voilà, que l'univers n'a pas jamais un moment que il prend naissance. Donc c'est à partir de ça, mais qui ça l'a utilisé, c'est télescope, c'est calcul mathématique, c'est expérimentation dans le laboratoire, comme par exemple pour poser les bases de la physique des particules, qui c'est fondement même astrophysique. Donc pour poser base ça, un instrument que nous avons créé, c'était le grand collisionneur d'Hadron,
qui est allé sous deux pays, alors qui est allé sous deux pays, pratiquement frontière, la France et Belgique. Donc qui est vraiment très énorme, ça dit son bagage sous ta décidé visiter les grands collisionneurs ça, on joue pas suffit pour marcher la donne. Donc à partir de l'appareil ça que yo pousser des particules l'une sous l'autre à des vitesses proches de la lumière. Nous avons parlé de ça tout et pour n'atterrir je dis là. Il est difficile pour nous concevoir que la lumière a une vitesse finie. Et nous avons l'impression que tout ça l'a regardé et c'est des choses qui passent instantanément devant. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Les gens qui regardent là, et même les téléspectateurs qui sont devant la télévision, là, et particules de photons qui sont sortis dans la télévision pour tomber dans les yeux là, ils ont tant le prend. Sauf que le corps a voyagé à environ 300 000 km dans une seconde. Donc, le lab fait 20 cm, nous imaginons que nous ne sommes pas capables de ça. Mais il y a des petits bagages dans la nature qui permettent de sentir qu'il y a la lumière rapide. Par exemple, pour camper dans un moment où il y a un orage, et puis où un coup d'éclair passer. Après 2-3 secondes, vous entendez un bruit. Vous venez diviser les éclairs, les éclairs, le tonnerre. Et pourtant, c'est le même phénomène. Sauf que la lumière a tellement prend devant le son qu'il lui-même a voyagé à la vitesse de 300 mètres par seconde. Alors que la lumière fait 3 millions de mètres. Alors, 300 millions de mètres par seconde. Bon, bien entendu, ce n'est pas vraiment 300 millions. C'est pratiquement 299, 797. Non, même moins que ça. Parce que la lumière là. Non, parce que 299 avec une infinité de. Non, mais oui, ça ne me parle pas de 299 là. C'est parce que c'est. fait 300 000. Non, c'est même pas ça. Parce que ça, c'est dans le vide, vitesse, ça n'a pas lié là. Or, dans l'atmosphère, particules de photons, tout le temps à rencontrer des atomes d'hydrogène qui constituent hydrogène, azote, carbone. Ils rencontrent tout ça. Donc, chaque fois un photon frappé dans un atome, ils retardent le temps pour arriver côté. Donc, ces vitesses ont toujours été faramineux et toujours dans l'ordre de 200 000, mais plus bas que 299, parce que ce n'est pas dans le vide, c'est dans l'air. Donc, c'est ça qui est capable de bonne idée. Mon l'autre plus belle expérience encore que je pense que tout le monde vit ça, ou qu'à camper côté pour ou camper sous tête la carré pour où on fait d'artifice. Ou well. Et puis après quelques temps, autant des barreaux. C'est parce que la lumière prend devant, la lumière est trop rapide pour le son. Donc imaginons que la lumière, lorsqu'on est dans la rue, et puis non fait noir, on regarde une belle pleine lune, où il y a la lumière. La lumière, ça prend 1 seconde et demie pour sortir de lune à nous-mêmes. Alors que la distance là, est de l'ordre de 400 000 km. Distance de la lune par rapport à la Terre environ. Donc, la lumière là, il y a un temps que le prend, il pas à une vitesse infinie. Mais c'est parce que la distance qui sépare nous dans la vie commune, nous, il y a trop petit. Il faut que tu aies qui a une distance de 300 000 km de vous-même pour rendre compte que la lumière prend 1 seconde pour arriver à venir joindre. Ce qui veut dire, d'ailleurs, il est déjà même possible pour nous dire, moi, la lumière. Il est même possible parce que les gens qui disent que la lumière dans le téléphone, signal le téléphone a voyagé à la vitesse de la lumière, tout. Donc, il prend temps. Et nous avons ça parce que vous doit regarder un bar en télévision, en même temps, on peut regarder un fait hors de télévision. On doit parler avec un monde dans le téléphone pour regarder l'autre bois. Ou après, l'heure dit moi, ce n'est pas dans le moment, ça entend dans le téléphone. Parce que les photons, parce que c'est photons tout, ils sont utilisés pour le téléphone. Parce que il y a des gens qui toujours, surtout les gens qui sont créationnistes, ils ont toujours dit que la théorie ça reprend en faux, mais ils croient dans le téléphone, ils ne pas dans la théorie ça. Pourtant, ils basés sur la même théorie, c'est la même théorie physique des particules qui fait que ils font un téléphone. Même théorie n'a pas parlé là, que n'a parlé de l'origine de l'univers, c'est la même théorie ça. Donc, c'est comme ça que nous travaillons. Et nous avons dit, c'est les ordinateurs qui utilisent en pile pour faire les simulations physiques et utiliser simulations en pile. On va ajouter et toujours. Et puis, ma passion d'autres questions. Bien sûr, très rapidement, toujours en ce qui concerne la lumière, il y a l'autre expérience au monde qu'a fait encore. Et c'est l'expérience qui était validée, la relativité restreinte d'Albert Einstein. Là, par exemple, il y a éclipse. Il y a divers types d'éclipses. Il y a éclipse solaire, il y a éclipse lunaire. Par exemple, éclipse solaire, très prochainement, ou lunaire, si j'en pas rappelé. 21 août, moi ça, a bon éclipse. On monde qui a fait expérience là, s'il y habite dans la hauteur ou bien s'il y a moyen pour y aller dans la hauteur, là prendre compte que toutes les étoiles qui ont des soleils là, eh bien la lune à un moment donné a barré le soleil là, eh bien la possibilité pour voir toute étoile ça des soleil là.
alors que si pas de éclipse solaire, il pas tap ka ouais ça va passer derrière soleil là. Son façon dans théorie Einstein notamment E égale mc², pour montrer que espace là qui distord, c'est-à-dire c'est un coin élastique ou qui râler d'étirer et c'est dans ce sens ça tout lumière là courbe espace là pour le voyager pour le arriver. Mon dernier très important quoi pour montrer puissance exploitation lumière à gagner, c'est avec l'alunissage de la mission spatiale orbitale Apollon 11. Apollon 11 mettait environ 4 jours pour sortir de la Terre à la Lune, alors que en rayon lumineux, il parcourt distance Terre-Lune 2 fois en moins que 8 secondes. C'est phénoménal, c'est prodigieux. C'est ça que fait l'astronomie notamment, qui occupe de mesure de la lumière, mesure des décalages spectrales. Ça, et Volmat a parlé tout à l'heure comme étant les effets Doppler, ou bien décalage spectral vers le rouge. Eh bien, ils ont préféré utiliser à un moment donné des puissances, des exposants. Parce qu'on a tellement joué des chiffres qui faraminques, qui astronomiques, même que au lieu de dire, la difficile vous dire, par exemple, si on t'a dit, appareil, pas à nos lumières là, c'est un appareil qui baille lumière mondiale, qui baille l'heure mondiale à travers le monde. Eh bien, c'est un atome, un atome de césium. Chaque atome de césium, ça a vibré. C'est vraiment un bagage extraordinaire. Il vibrait à environ 2 milliards, combien millions de milliardièmes, de millionièmes, etc. de secondes, qui fait qu'on y a là, on va le joindre en seconde passée. Chaque l'aile vibrait, une quantité de chiffres qui passaient, et pour le joindre en seconde, on comptait en seconde, après en seconde, et on va le gagner minutes, on va le gagner heures, on va le gagner année, tout ça. Et puis, il y a d'autres expériences encore, on a fait de tous les jours la caillou qui a permis de multiplier l'expérience, on comprend gagner ça. Qui a permis de comprendre ça. Voilà. D'accord. Non, mais ça n'a pas dit c'est des barrières qui sont extrêmement importantes parce que les gens ne doivent pas réaliser genre, ça lié avec la vie de tous les jours. L'autre, par exemple, un COI, concours à professeur destructeur. Et il y a un certain moment, certificat, il y a des certificats. Je parle de astrophysicien, de astronome, etc. Certificat, il y a des difficultés à observer. C'est parce qu'il était dans le champ solaire là, justement. Mais je rappelle nous ça, 15 février 2013, il y a un astéroïde qui est tombé en Russie, il fait 500 morts à 2000 blessés. Il va faire mort. Ouais. Il va faire mort. Il fait blessé, il va faire mort. Bon, mais c'est ça, me devrait comme information. C'est sûr qu'il fait un pile blessé, il fait un pile dégâts, mais il n'est pas fait mort. Parce que c'est à vitesse qu'il est entré. Il est explosé dans l'atmosphère et il produit une énergie qui était de l'autre. Il y a une vidéo qui filmait, même elle a tombé. Bien sûr, mais fait cher. Bon. Pas de mort. Mais tu es blessé. Parce que onde de choc que explosion astéroïde ça alors pas astéroïde encore là c'est météorite. Ils sont météorites. Et t'es produit non, ils sont météores. L'entrée dans l'atmosphère là, ils sont météores. Messieurs, donc t'es produit des énergies. Hein? On va faire ça. Alors on va faire précision. Bon, les objets dans l'espace, c'est un astéroïde, un météorite. OK, mais pour lui venir en météore, c'est là il traverser barrière zéro qui sépare la Terre de l'espace. Ce qui revient à dire pour ne pas faire trop de digression, ça me devrait dire c'est que 2036 c'est Apophis tomber sur la Terre. Pour va dire sur la Terre. Bon, alors prendre barrière roche cap tomber sur terre ça encore non? Non, mais quand même. Alors ça qui a amené Apophis c'est ça qui prévoit pour lui, bon, pour ça moi connais pour 2031, c'est que n'a pas approché la Terre suffisamment près. Mais rentrer en collision avec elle, c'est bon. Même combat qui intéresse. Combat qui intéresse m'a fait astéroïde là. Tu as parlé de dans l'introduction café philo, tu as parlé de la vie. Qui ça qui mène la vie? Et l'eau est l'origine de toute vie. Depuis pas gagner de l'eau, c'est prouvé scientifiquement. C'est pas moi qui le dis. Il y a des travaux qui ont été menés là-dessus. C'est prouvé scientifiquement. Depuis pas gagner de l'eau, bien entendu, de l'eau a son forme, ok? Pas qu'à gagner la vie. Eh bien, il y a une quantité d'hypothèses et même simulations qui sont faites en laboratoire à partir des ordinateurs quantiques qui montraient que c'est astéroïdes qui mènent de l'eau sous terre. C'est ça fait par exemple. Absolument. C'est ça fait par exemple moi on va parler de comètes. Ce sont les comètes qui mènent voilà, merci beaucoup. C'est comètes qui mènent de l'eau là-dedans. C'est eux-mêmes qui mènent de l'eau sous terre. Il y a plusieurs objets dans le ciel là qui les ont entrés dans l'atmosphère terrestre là qui fait des dégâts. Par exemple, la 6e extinction des dinosaures notamment, est faite par un astéroïde 65 millions d'années. Absolument, un astéroïde qui est entré dans l'atmosphère.
bon, peut-être m'apporter certaines questions pour débat, mais deux questions. Comment étoile paraît et comment et la Terre paraît lui-même. Parce que pour nous entrer dans la question étoile, nous allons entrer dans la question planète. Donc comment l'étoile paraît à partir de expansion ça, nous avons parlé et comment planète paraît. Bon. Alors, 2 minutes de chaque, 2 minutes et Gaël, 2 minutes Volman. Gaël, rapidement. Je suis très rapide et je très banalisé, ça me dire pour les gens qui comprennent très rapide comment, par exemple, une étoile prend naissance. Une étoile prend naissance à partir d'un ensemble d'agglomération de la matière. Comment la matière l'a agglomérée? Il y a une quantité et débris stellaires, il y aurait les comme ça, qui a comète, qui a astéroïde, et puis à un moment donné, il y a un disque d'accréation qui fait sous la forme ou bien sur la contrainte de la gravité. Gravité a rassemblé, ok? Et puis, quand il a commencé à tourbillonner. Immédiatement, il a commencé à tourbillonner. Il a soit bail naissance à une étoile qui est généralement faite, il a soit bail naissance à une galaxie. Et c'est comme ça, et généralement, pas prononcé, généralement, il montre naissance en étoile ou bien en galaxie. Mais il y a plusieurs autres détails encore. Il y a plusieurs autres galaxies, il y a plusieurs autres types d'étoiles. Il y a une quantité qui vraiment t'a demandé un peu de temps pour t'arriver à énumérer, tout comme il y a des galaxies. Mais nous-mêmes, nous vivons dans une galaxie qui est une galaxie spirale barrée. C'est-à-dire, bon, pardon, elliptique, Volmar. Elliptique. Il y a une galaxie spirale barrée, par exemple, la galaxie d'Andromède, qui sont une galaxie spirale barrée, qui a foncé sous nous à environ 25 millions de kilomètres par seconde. Je l'ai dit, que l'envers nous la rentrer en collision ensemble avec la galaxie par nous. Il y a soit naissance à une nouvelle galaxie, c'est une super galaxie, ou bien, tout bonnement, si l'espèce humaine, pas guettant, échappé, de quitter la galaxie, ça, pourquoi pas, il doit tout parler encore. Mais, ce n'est pas qu'on a besoin de peur. Kounya là pour naissance et la Terre, c'est ça? Oui, la Terre. Pour naissance la Terre. Pour naissance la Terre, ça n'a pas été trop difficile vu les procédés, les modélisations numériques qui ont été faites. Il y a un soleil là qui est en place. Le soleil là il y a une force gravitationnelle qui exerce sur tout objet environnant qui a passé dans l'espace. Et bien, l'objet ça a commencé à entrer en collision au fur et à mesure. Pour le faire, à un moment donné, on va gagner tout système planétaire qui passe de 9 à 8 planètes, puisqu'il exclut Pluton. Pluton pas une planète à part entière, ils sont planètes naines. La Terre là qui même va entrer en contact ensemble avec un type de planète naine, qui aurait les Terre 1 qui va venir Lune après, et bien on va gagner la Lune. Et il y a une quantité d'autres exemples, ou bien une quantité de procédés, comme d'AIC énuméré, mais comme on dit 2 minutes. 2 minutes. Alors, dans l'ordre d'idée de historique que je fait tout à l'heure, c'est arrivé dans l'hydrogène. Ouais. Donc, au départ de l'histoire de l'univers, pas de planète, il n'y avait que des étoiles. Parce que pour une planète, il faut qu'on ait un beaucoup plus complexe qui arrive. Et qui s'allie. C'est que les hydrogènes, je t'ai parlé là de disques d'accrétion, de gravitation. Depuis matière là, en côté, il y a tendance à chauffer, attirer l'autre. Alors, maintenant, l'hydrogène a râlé l'autre, et puis il vient sembler en côté. Bon, bien entendu, n'importe qui est capable d'accord avec moi que forme qui est facile pour te gagner, l'on rassemble un paquet de bagages, c'est fait le fond en sphère. Donc, l'hydrogène rassemblé sous forme de sphère, et étant donné que l'hydrogène qui pi fond en dans que sphère ça, il subit une pression que je n'ai pas besoin de nos chiffres là parce que il de plusieurs milliards de bars. Donc, pression ça a tellement élevé que l'hydrogène a chauffé. Et l'hydrogène a chauffé, il est entré en interaction avec l'hydrogène, entré en interaction avec l'hydrogène, ce qui fait qu'il vient fusionner. Là, il vient fusionner pour le transformer en hélium. Donc, c'est ça, les réactions de fusion nucléaire là, qui fait dans le soleil là. Je me rappelle nous que l'homme déjà fait des bombes qui fonctionnaient comme ça. Bon, bien entendu, il y a une bombe à fusion, mais pour qu'on faire fusion pour bailler courant. Ça, c'est ton petit parenthèse. Maintenant, le hélium, ça, l'étoile là brûle tout hydrogène qui constitue là, puisque est transformé en hélium. Là, maintenant, il y a un décalage entre énergie qui a sorti dans l'étoile là et gravitation. L'étoile là gonflée. Le gonflé et puis il mettait à bouler l'hydrogène. Ça qui passe, l'hydrogène a frappé ensemble, il a fusionné tout pour produire carbone. Et ainsi de suite, l'étoile a fini de bouler carbone net, carbone net produit l'autre élément encore jusqu'à ce qu'il arrive dans le fer. Maintenant, c'est tout élément ça, qui produit un dans l'étoile là jusqu'à ce que l'étoile arrive à un moment dans la ville, il explose.
Parce que le mode d'étoiles qui gagne dans l'univers actuellement, là, ce n'est pas des étoiles qui gagnent à sa naissance. Parce qu'au départ, pas de gain à faire planète là. Parce que pour une planète, on n'a pas besoin d'hydrogène seulement. Alors qu'on a besoin d'hydrogène seulement pour une étoile. Mais pour une planète, il faut gagner un flopé de particules telles que hydrogène, carbone, manganèse, azote, etc. Donc ça veut dire que tout ça, ils ont formé un dedans étoile. Et il y aurait même dit ça en pile dans le documentaire ou bien dans le livre sur les scientifiques que nous sommes des poussières d'étoiles. C'est-à-dire tout atome qui constitue nous, c'est une étoile qui prend naissance. Maintenant, c'est plusieurs milliards d'années après que les premières étoiles prennent naissance, explosent, produisent l'autre particule, que nous venons gagner suffisamment de particules pour que la Terre prenne naissance. Ou du moins, on satellite de l'étoile. Oui, ça me dit son satellite parce que lui a tourné en gravitation autour de l'étoile là. Donc, et notre soleil là, qui c'est une étoile moyenne, parce que même s'il est gros en pile, mais il y a une étoile qui est méga pigo facile. Donc, par exemple, et qui pas pigo. Donc, c'est une étoile qui était là déjà, qui fin produit tout l'autre élément de matière, reste hydrogène, parce qu'en réalité, l'étoile là, pas jamais boulé tout hydrogène. Reste hydrogène qui était à produire étoile que nous avons le soleil là, et il produit planètes, telluriques, gazeuses, comètes, etc. Bien, nous avons une pause musicale, nous avons un souffle. J'ai l'impression que souffle là, ou en pile, nous avons un petit descend avec une petite musique. Après ça, pour nous retourner, pour nous repiquer. Le retour après la pause, nous entrons dans une activité qui est intéressante parce que ce n'est pas exposé au qui est important seulement, mais débat à tout, est intéressant. C'est des gens qui ont des remarques, des commentaires, des questions. C'est dans le ça que vous avez frappé. N'après sans perdre du temps, M. Henri Robert Jean pour intervention par là. Bonsoir, je dis merci aux deux intervenants et au modérateur. Je considère qu'il y a trois intervenants ici, étant donné que tous les trois sont animés par cet esprit scientifique. Et je suis heureux de constater que Café Philo rassemble les métaphysiciens et les physiciens ce soir. Et c'est de bonne guerre. Quid mauvais tour, ab alio mauvais tour. Tout ce qui est mu par un autre. Nous posons le problème de l'origine de l'univers. Je voudrais savoir quelle est l'origine de cette origine. Et comme dans cette démarche, il y a un terminus a quo et un terminus ad quem, un point de départ et un point d'arrivée. Je voudrais savoir également en quoi l'univers est-il nécessaire à la perpétuation, mal élevé, en quoi l'univers est-il nécessaire à la perpétuation de l'espèce humaine, et finalement en quoi l'homme est-il utile, je ne parle pas de cet homme-là, l'homme est-il utile à l'existence même, à la continuité de l'existence perçue comme un englobant de l'espace-temps comme mode, comme mode de vie, comme espace vital de l'homme. Merci. Je salue les intervenants, je salue l'auditoire et je dis non merci pour bel café philo ça et sous la science parce que l'IRA que des jeunes intéressés avec question de la science dans le pays, surtout et bagon université à ce que je sache qui gagnait sur astrophysique et moi-même j'ai chance li Hubert Reeves généreux par le temps et les frères Bogdanov le visage de Dieu, mais ça qui intéresse dans le débat ça c'est sujet l'univers a-t-il une origine? Est-ce que pas gon peur qui cachait des scientifiques comme Hubert Reeves lui-même dans le texte je n'aurai pas le temps a essayé de montrer que longtemps gon arrogance de la science qu'a essayé de cacher toute bagaille qui pas scientifique, toute bagaille qui pas rationnel et que les nègres finalement des côtés yo arrivé dans recherche yo finalement pas posé problème Dieu. Est-ce que par bon Dieu yon être
suprême de tout bagaille ça yo. Et ça que fait les frères Bob Danov intéressés avec question ça, le visage de Dieu. Moi j'ai texte là. Eh bien, peur ça, si tu as gagné vrai, si tu as gagné, monsieur, je suis content de nous répondre. Qui ça nous craignent, nous-mêmes qui sommes intéressés avec astrophysique, avec astronomie, pour que la Terre n'était pas non et qu'elle ne pas jamais disparaître. Ok, bonsoir à tous. Je salue de manière particulière les intervenants, Volmar et Gaël. Et je salue aussi les téléspectateurs de Radio-Télé Caraïbes et surtout les fidèles branchés de l'émission Café Philo. Juste avant que je pose certaines questions, je tiens à apporter quelques petites... bon, je ne vais pas dire rectification, des commentaires ou bien des suggestions. Avec Volmar, il a évité toute forme d'interprétation, bien toute forme de discussion n'étant pas scientifique, alors que l'émission c'est Café Philo. Et je dois aussi dire que la science s'est enorgueillie de dire que c'est elle qui apporte les réponses à toutes les questions, mais à ne pas oublier que la science est la plus jeune des formes de connaissances. Elle émane des autres. La métaphysique a donné des explications bien avant la science. La philosophie a donné des explications. Et il faut aussi noter que dans un premier temps, quand on étudie la philosophie, on a pu voir qu'il y a une contradiction. Parce que les premiers philosophes ont été aussi des mathématiciens, pour ne pas dire des scientifiques, puisque la science n'avait pas encore existé. Si on prend l'exemple de Thalès... L'autre chose, c'est que j'ai vu qu'on a parlé de l'origine. Le sujet, c'est l'univers a-t-il une origine? Je ne vais pas dire qu'on a passé à côté du sujet, mais je pense que le sujet est très ambitieux. Parce qu'avant, on a présenté la cosmologie, c'est-à-dire dans le sens scientifique du terme, alors que la cosmogonie était bien avant la cosmologie. La religion... Alors, je pense que la religion a expliqué l'origine de l'univers à son sens. Genèse l'a expliqué, le Talmud l'a fait, le bouddhisme l'a fait, l'hindouisme l'a fait. Si aujourd'hui la science tente de donner des explications, soit un peu limitées, je pense que c'est très orgueilleux de parler ainsi. Mais ma question, bon, puisqu'il est dit ex nihilo nihil, rien ne vient de rien. On remonte à Charles Darwin, mais je pense que Charles Darwin est trop limité pour expliquer l'origine même de l'univers. Si on parle de l'explosion de Big Bang comme l'origine de l'univers, avant l'explosion, qu'est-ce qu'il y avait bien avant l'explosion? Et je pense que c'est tout un large débat, mais je reste avec cette question parce que le sujet est vraiment vaste. Merci. Et question en pile. Je pense en mon opaka leur a fait par exemple astrophysique, astronomie. Leur a fait cosmologie, qui sont spécialisations, qui sont branches, qui sont en astrophysique, pour immédiatement ouais cosmogonie en la donne. Parce que la science en soi s'est détachée de la philosophie en soi. Et ce, depuis un bon bout de temps déjà. Et si nous prenons un exemple très simple, nous même prendre l'exemple de Socrate, qui a postulé la problématique de l'éther dans l'invention ou bien dans l'intervention des phénomènes cosmiques. On va rendre compte que tôt ou tard que l'éther là en soi, déjà le terme pose problème, et bien l'éther là pas existé. Ça c'est un exemple très simple. Pour ne pas être condescendant, je a dit que pour ça qu'il y a un rapport ensemble avec détachement ou bien avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y a eu avant le Big Bang? Moi personnellement, j'ai évité de rentrer d'emblée dans le sujet pour me parler de l'origine de l'univers là parce que il y a un ensemble de problèmes qui posaient. L'homme a peine rendu compte que l'on a bagage qui relève l'univers. Il y a de cela, pas quelques siècles, au XXe siècle, nous avons toujours continué à penser que l'univers était réduit à Voie lactée. C'est très récemment, avec les découvertes des hommes, tant qu'Edwin Hubble, tant qu'Arnaud Penzias et Robert Wilson, tant qu'on pile l'équipe scientifique qui pourra montrer que Marie Curie, Pierre Curie aussi, pour parler de la physique, de la chimie et de la biologie, pourra montrer que la perspective là est plus grande. Li plus vaste que Jean Moun ta ka penser li. Ou pas qu'à automatiquement mettre religion là-dedans pour une raison simple parce que même le pape Jean XXIII s'est trompé sur la question. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai lue
dans l'un des plus beaux textes de vulgarisation scientifique concernant l'origine de l'univers. C'est un texte d'Étienne Klein où, côté M. Abdi, Stephen Hawking, qui est reconnu comme étant un plus grand scientifique qui vient sous la Terre après Einstein, même si ça fait débat, M. a gagné un ensemble de conférences pour l'Albaï dans le Vatican. Et puis, on bon lait, M. a filé sous T-Mobile, non, sous machine électrique, M. a entré dans la salle là, et puis, M. on m'a regardé, et puis, mon a fait le signe. Là, M. a approché, M. est tombé face à face ensemble avec Pape Jean 23. Et puis, Pape l'a dit, monsieur, mon cher, je suis très au courant de ce qui a passé dans l'astrophysique là, notamment cette histoire de mur de Planck. C'est pour cela que j'ai omis de parler de l'origine de l'univers. On ne peut pas parler de l'origine de l'univers parce que nous ne connaissons exactement jusqu'à présent qui Big Bang là en soi. On sait tout simplement par des théories, par des méthodologies faites en laboratoire que il y a des multivers, il y a des possibilités pour, par exemple, dans l'univers, nous, il y a une quantité d'autres univers qui englobent. Pour me finir une anecdote là très rapide. Pape l'a dit, monsieur, où ça passé, et surtout avec le visage de Dieu pour Henri Robert qui t'a posé question, eh bien, tout ça qui vient après mieux de Planck, comme scientifique, il n'y a pas qu'à ça qui passe avant, mais la religion prend tout carrément. Monsieur, regardez Pape là, monsieur dit Pape là, et puis, qui veut dire nous-mêmes, nous ne pouvons pas aller plus loin vrai. Nous ne pouvons pas aller plus loin vrai. Eh bien, de nos jours, les scientifiques sont allés très loin. Ils sont allés même jusqu'à premier instant univers là. Ils sont allés dans l'instant primordial qui donne naissance à l'univers là. Même si là encore, pour référer à Étienne Klein, terme naissance là, ils ont une espèce de chronologie, pas chronologie, une espèce d'ambiguïté, ils ont un rapport étroit ensemble avec la religion. La religion, c'est toujours approprier un peu de la science. La religion toujours montré que il y a un rôle à jouer dans la science. Prenez l'histoire de Galilée. La terre tourne et pourtant elle tourne. Mais qui ça la religion fait ensemble avec elle? La religion fait que Galilée n'a pas existé pendant une quantité de temps. C'est bien après Galilée va retourner à la mode encore. Donc, c'est comme ça que je réponds à une question ça. Mais en même temps, je inviter les gens qui posent des questions ça à faire plus de recherche. Parce que si on était non paradigme, on va essayer de dire tout, science et religion, il y a un ensemble de bagages qui ne peuvent pas arriver. On peut voir par exemple que avec la théorie M que Vol m'a parlé tout à l'heure, nous pas seulement non univers, nous avons plusieurs univers. Les impressions de déjà vu que Audi font très bel article sur lui récemment. On va dire tout, c'est un bagage qui est purement métaphysique, c'est un bagage qui a un rapport avec la religion. Moi-même, je ne pas penser comme ça. Je crois que les impressions, les événements qui se passent dans cet cadre-là, dans cet univers-là, eh bien, ils ont déjà déroulé dans l'autre univers. C'est ça que fait, personnellement, je pense qu'il est fort probable pour l'homme pas seul dans l'univers ça. Parce que nous reconnaissons ça qui est dans l'univers-là en réalité. Nous connaissons environ un tiers de ça qui composait l'univers en soi. C'est encore un peu trop tôt pour parler de la religion dans cet univers-là. Et je ne pas avancé sous le visage de Dieu. Le visage de Dieu, c'est banalement, même j'ensemble avec le concept Big Bang, en mot, un scientifique qui voit un sonde spatial dans l'espace. D'ailleurs, si image vous a passé avant Café Philo a montré ça. Et puis, je suis tellement content, les satellites l'envoyer données, les recueillis données viennent sous forme photo, sous forme graphique. Et puis, je me suis dit comme ça, c'est comme voir le visage de Dieu. C'est un monde en transe, par exemple, ou qui dit des bagages comme ça, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Non, mais il faut être sérieux. Ou pas qu'à ouais, visage de Dieu a imprimé comme ça. Si visage de Dieu, il a existé. Dans le cas de ça, précisément. Et puis, l'univers et Dieu, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? C'est encore là la même question. Étienne Klein postulait que si il y a un Big Bang qui bat naissance à un univers, eh bien, tout ça qui gagne comme origine, il y a une origine originelle. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Dans l'origine originelle, il y a vous avez un pré-temps, vous avez un pré-espace. Et qui origine originelle ça a gagné? Eh bien, pour un monde qui essayer de solutionner les questions, porter des éléments de réponse ensemble avec eux, il faut vraiment connaître qui s'est passé dans un trou noir, qui c'est seul jusqu'à présent indice au monde qui a gagné pour qu'on ait exactement qui s'est passé 380 000 ans avant mieux de Planck, c'est-à-dire de Big Bang de Big Bang à 380 000 ans qui viennent joindre nous en nous-mêmes. Donc c'est réponse pas dans ça. Origine, bon, quittez Volmar. Volmar, oui. Rapidement, parce que des éléments. Bon,
À la question quelle est l'origine de l'origine, bon, déjà, il faudrait savoir est-ce que l'origine est détenteur d'être, pour me compte qui est origine. Est-ce que l'origine lui-même, ils sont pareils qui prend naissance dans le temps pour marcher chez compte qui est origine. Donc, c'est pas un mot pour nous prendre comme ça et puis pour nous mettre être là-dedans et puis pour nous dire poser question sur lui. Et maintenant, est-ce que l'univers est utile à l'homme? Si l'univers n'était pas utile à l'homme, on ne serait pas là pour poser la question. Si on pose la question, c'est parce que l'univers est là pour nous contenir. Donc c'est ça l'importance de l'univers. Car si l'univers disparaît, il va disparaître avec tout l'homme là-dedans. Il y a un truc qui intéresse là. La science a un objectif bien particulier. L'objectif, c'est acquérir des savoirs à partir d'une méthode bien précise. Une méthode qui permet que les sûr que savoir ça pas biaisé. C'est même gens l'heure où yon moun dit en dans la caillou m'pa ouais comme moi. Moun dit c'est ou prendre ou dit moun qui pourrait vous gagner c'est ou prendre. Comment fait dire moi prendre pour montrer mon côté me prend comme là non. C'est un peu ce que fait la science. La science pas avant son bagage sans que le pas gain preuve pour lui. C'est pour raison ça qui fait actuellement il y a un paradigme et popérienne qui c'est la falsification des théories. Ça veut dire si on dit avancer une hypothèse ou bien une théorie, il faudrait que la théorie soit capable de démentir. Si la théorie n'a pas qu'à démentir, elle n'est pas scientifique. Par exemple, dire que Dieu existe ne peut pas se vérifier en laboratoire. Nous ne pouvons pas prouver que bon Dieu n'a pas existé. Tout autant qu'on ne peut pas prouver qu'il existait non plus. La science ne s'intéresse pas à Dieu comme sujet d'étude parce que il n'y a pas qu'à rentrer dans le laboratoire pour le vérifier côté lié. C'est pour raison ça qui fait que la science a parlé lui-même. Il n'a pas dit bon Dieu pas existé. Il seulement dit que la terre pas créée en 7 jours. Il dit que la terre pas créée dans 7 levées à coucher soleil. Il dit la terre prend 4,5 milliards d'années pour le côté lié là. C'est tout. Maintenant, est-ce que bon Dieu pas utiliser méthode 7 jours parce que témoin de Jéhovah eux-mêmes ils dit comme ça que comme on côté dans la Bible qui dit un jour c'est 1000 ans pour bon Dieu donc il était qu'à 4,5 milliards d'années vrai. Mais je ne sais pas, ça m'intéresse pas comme scientifique. Ça qui intéresse c'est comment la terre prend naissance. Vous avez preuve pour ça? Oui, comment nous faire une preuve parce que l'uranium, l'uranium a désintégré, il prend 4,5 milliards d'années pour le désintégrer pour le transformer en plomb. Donc ça permet que nous calculer le temps d'existence de la terre. Donc, bon Dieu pas intéressé. Et la science pas intéressée à la question bon Dieu, à quitter le pour religion. De toutes les façons, pour qui raison nous besoin de preuve. Bon Dieu, lui-même encore, il dit c'est pas la foi pour quoi. Alors, suspendre gouma à la science pas travaille pour la foi, la science travaille pour gagner des savoirs qui sûrs, même gens ou pas d'accord pour nous accuser, ou si nous n'avons pas de preuve, même si on fait le vrai. Donc, maintenant, pour la question de la disparition de la Terre, oui, la Terre est pour disparaître. Elle disparaître de 4,5 milliards d'années encore, parce que de 4,5 milliards d'années, le soleil aura consumé tout son hydrogène, la tourne géante rouge, il prend tout espace là, la chauffer la Terre. Ça, c'est encore la science. Pour les gens qui te parlé sur le fait que moi, je m'a parlé de science là, il y aurait les méthodologies dans le débat. Moi choisi une méthode. Méthode pas c'est méthode scientifique. Je ne vais pas rejeter aucun autre. Je vais faire débat pour je vais faire débat là. Mais moi-même moi choisi pour moi avoir un discours scientifique. Donc maintenant que au monde qui a l'esprit, que au monde qui a bon Dieu, que au monde qui a tremblement de terre sur passe Haïti, c'est parce qu'il y a trop péché en Haïti, ça c'est où. Mais méthode pas mais même l'irriter une méthode scientifique pour me faire débat m'a fait là. Et la science pas prendre naissance récemment, cher ami. Ou trop énormément, parce que l'époque que tu connais les mounions philosophes, c'était des scientifiques. D'ailleurs, il y a un pile livre scientifique qui titrait philosophie. Par exemple, philosophie de la nature. C'est géologie. Philosophie de la vie, c'est biologie. C'est certes, je ne vais pas boumer en tant que monde qui aime philosophie. La philosophie, c'est la mère de la science. Tout à fait. Parce que c'est la philosophie qui vient avec rationalité, qui va permettre que la science soit capable de s'allier aujourd'hui. Mais la science, c'est pas un bagage qui est né récemment là, non? Il suffit que tu lises les recherches qu'on fait, les Sumériens qui existaient il y a 5000 ans, les Babyloniens, les Égyptiens qui font les études. Les Assyriens aussi. Les Assyriens, évidemment. Bon, même là, je vais de répéter bagage occidental. On nous prend les Amérindiens, par exemple, les Aztèques, les Mayas, les Incas. Qui étaient très avancés en astrologie. Là, nous dit que la science prend naissance récemment. Bon, il faut qu'on reprenne des petits bagages dans l'histoire de la science. Pour me finir, cosmogonie et cosmologie. Très bien.
Mais ça, moi, ouais, ou pas nous compte dans ce dia, c'est que il y a autant de cosmogonie que de civilisation, autant de cosmogonie que de croyances, autant de cosmologie que de moments d'histoire. Là, dis-moi ça pour me prendre cosmogonie. Ou voulez me prendre qu'au départ, la Terre, c'était une masse informe et vide, et que bon Dieu fait lui. Ou voulez me prendre en même temps l'autre cosmogonie grecque qui dit que t'es le chaos au départ. Ou voulez me prendre cosmogonie indien, ou bien vous voulez me prendre cosmogonie roméo, ou vous voulez me prendre cosmogonie scandinavio, qui parlait de Thor, qui parlait de Odin. Eh bien, ça veut dire que l'univers a autant de naissance que de cosmogonie. La science, il vient dire un bagage, ça le dit, il pas prêcher. Et pas prêcher là, c'est ça prêcher. Il fait des expériences, et comme ça, belle là, les scientifiques dit un bagage, l'autre scientifique qui apparaît pour le démentir, parce que il a valorisé tête sur ça. Et c'est ce qui fait la force de la science, parce que nous, nous avons démenti l'autre. Et nous sommes capables de faire l'autre avancer. M'a dit comme ça que Newton n'a pas démenti Galilée. Il a avancé la chute des corps en gravitation universelle. Einstein n'a pas démenti Newton. Il a avancé en relativité générale. Donc, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? On ne sait pas encore. C'est ça qui fait force la science. La science ne sait pas. Mais il y a des hypothèses qui sont en train d'être élaborées, comme par exemple la théorie des cordes, qui bat des explications rationnelles et scientifiques de ce qui passé avant le Big Bang. Merci. Nous allons finir. Moi, je vais 3 éléments de réponse. Premièrement, parce que là, je ne suis pratiquement pas modérateur, je discutant. Ces thèmes sont peut-être au début de Gaël. Sens, je voulais comprendre une question et Henri Aubergien comme ça. Parce que je me sens cette sensibilité ça. Est-ce que dans l'univers là, l'existence a un sens par rapport à l'homme? C'est ça la question, monsieur. C'est ça la question, Aubergien. Et je réponds rapidement pour me dire, et je suis certain que le livre là, ou l'île, par contre, sous l'île, nous avons toujours partagé, discuter. C'est pour raison ça exactement que Richard Dawkins écrit un livre qui est pour finir avec Dieu. Parce que tout à l'heure, Gabriel a parlé de peur. Peur que nous-mêmes, êtres humains, gagnons. Et bien, si nous avons peur que la religion gagne, peur que le parler pas servir l'humanité. Encore à partir du moment que la science a certaines réponses à des questions précises, claires. Et je vais ajouter pour me dire, c'est Sigmund Freud qui écrit lui-même, il y a 3 humiliations que l'orgueil humain subit par la science. Premièrement, on gagne un premier calotte, son calotte qui doit être cosmologique. Avec Nicolas Copernic, Galileo Galilée, nous passons de l'univers. Ouais. Deuxième calotte, son calotte qui doit être biologique. Darwin prouvait que espèces humaines sont espèces parmi toutes les espèces animales qui gagnent. L'homme sont animaux parce que c'est 3 règnes qui gagnent. Le règne minéral, roche et montagne, etc. Ouais. Nous pas la donne. Le règne végétal, puis bois, fleurs, etc. Nous pas la donne. Dernier règne, c'est le règne animal. Donc, pas mon règne humain. Ouais, ce qui ça fini. Donc, il faut être très sérieux. Et dernière humiliation, c'est l'humiliation qui est d'ordre psychologique, parce que Sigmund Freud prouvait que l'homme n'est pas maître en son demeure. Et pour moi répondre avec Gabriel toujours, parce que moi, mon vie, retourner sur monsieur tout le temps, cosmogonie à cosmologie, Pascal Pic, et voir l'humain autrement. Il y a des gens qui confondent deux thèmes. C'est des paronymes, c'est-à-dire des mots qui prononcent à peu près de la même façon, mais qui ont écrits de manière totalement différente. Une c'est goni, là c'est logique, même si il y a cosmos qui c'est univers, et qui n'a pas la même signification. Cosmogonie, Jean-Gaël Tabdil, c'est tout récit, et pas Gaël, vraiment tout récit sur la création de l'univers, de la terre et de la vie. Ça c'est cosmogonie, c'est des récits religieux, métaphysiques et spirituels, tout ce que vous voulez. Vous mettez tout le tralala là-dedans, là, vous faites ce comme vous voulez. Et il y a cosmologie, c'est tout théorie sur la, c'est pas même moi du tout pas mélanger, on va pas faire ça. C'est toute théorie sur l'apparition de la vie, de l'univers et de la terre. Donc nous-mêmes, pour me reprendre, et là, c'est Volmar Tekadil, comme juriste, comme nous juristes tout, acteur incumbit, on nous peut dire. Tout fait avancer doit être prouvé. Nous-mêmes en science, l'un en bagaille, nous pouvons prouver, ce qui n'est pas le cas pour la religion. Joseph, deuxième série. Joseph Johnny. Bonsoir. Oui.
question pas maintenant, où tu as parlé de l'origine, est-ce que, vous te dit la Lune, c'est une planète? Oui, vous te dit la Lune, vous te dit la Lune, avant de planète, il commençait par la Lune, et pas vrai? On va rectifier. Qui t'a posé la question? Est-ce que c'est pas vrai? Question. Vous te dit, avant de planète, il commençait par la Lune. Après la Lune, il y a une planète. Moi-même, question que je me pose, est-ce que l'aile pas scientifique, ils ont toujours considéré qu'il y a des planètes qui ne sont pas planètes tout bon vrai. Est-ce que pas une formule comme si qui pour traiter ça, l'aile pas planète? Deuxième bagarre, est-ce que plomb, vous avez parlé de l'origine tout à l'heure, est-ce que plomb avec uranium, c'est même bagaille? Merci. Bonsoir. Et moi, merci intervenant. L'homme, cette fois-ci, il change de format, il n'est pas un modérateur, il est discutant. C'est intéressant. Moi, je surtout mettre un petit bémol par rapport à l'intervention et intervention. Intervention nous fait avec question. Je souhaite que nous fassions une présentation plus ou moins pédagogique parce que nous sommes tellement passés en l'air. C'est qu'on a fait une démonstration de connaissances. En démonstration de connaissances, peut-être dans le monde qui n'a pas arrivé compréhension ça. Moi, mon petit Jean rapidement apprend contre-pied de mon collègue ami l'homme, cosmogonie et cosmologie, et ils ne sont pas différents. Différence n'est pas de nature, mais plutôt de degré. C'est comme on a dit, la civilisation occidentale passait de cosmogonie à cosmologie. Okay? Parce que tout allait dans le seul bagaille. C'est origine du monde, ou origine de l'humanité, ou bien l'origine de la Terre. Donc, ils ont choisi la cosmologie dans le domaine astrophysique là, pour détacher effectivement de discours religieux ou n'importe. Mais il faut sortir de cosmogonie à cosmologie. Même les soucis que j'ai par rapport à débat, c'est que Gaël a avancé, je ne manque pas poser de questions. Là, nous posons question, l'univers a-t-il une origine? Nous connaissons l'astrophysique, on ne peut pas parler de seulement l'univers, parce que nous avons un univers, les voies lactées, nous avons un système solaire, et on dit qu'en pile, l'autre univers, comme ça, qu'on est les multivers. Donc, si nous étions dans l'univers, il faut nous préciser de quel univers nous voulons parler, et qui base philosophique. Précisément, nous parlons de théories Big Bang, qui sont théories qui sont une approche occidentale. Il faut nous d'accord. Donc, pas craser quoi, nous limiter nous dans ça. Et il faut nous essayer de comprendre appréciation publique là pour nous dire, nous circonscrivons l'intervention sous question Big Bang, dans la théorie évolution, mais nous connaissons dans la cosmogonie, il y a d'autres théories qui avancent, et bien content de aller Max Planck, qui a allemand qui avance et qui fait recherche ça. Nous avons surtout gardé effectivement la compréhension. Et je finis sur ce point ça, je pense effectivement Café a été supposé faire un débat sur ce sujet ça, parce que l'école pas apprendre non physique et astrophysique. Parce que nous allons comprendre physique quantique, c'est très tard dans l'étude dans l'université. Donc comment comprendre, nous pas comprendre ça, nous les mêmes théories, pesanteur, etc. pour venir dans l'astrophysique et on va venir dans la physique quantique, parce qu'en pile l'homme va aller là, puis on va comprendre, là simplement des démonstrations de connaissances. Merci. D'accord. Et ma première c'est un trio de fous de la science. Autant qu'il y a des fous de Dieu, il y a des fous de la science. Et je pense qu'il y a 3 fous de la science là qui choisissent le bon moment. Et pendant qu'il y a fourré, nous avons fait Notre-Dame, et puis nous-mêmes, nous avons notre science. Et félicitations, monsieur, parce que vous connaissez. Et ça fait longtemps, nous avons fait relais, nous passons flambeau à Banou, pour nous aller la caille Stephen Hawking, pour nous garder ce qu'on appelle merci. Une brève histoire du temps. Pas vrai? Et là, je invité nos monsieur, et pendant qu'on a parlé de l'univers, de la Terre et de la vie, moi je pensais que tout ça qui justifiait l'univers et la Terre, c'est parce qu'il y a la vie, il y a les vies. Parce que désormais, je pensais que, et comme cerveau a son instrument qu'il a pour le réduire, tout ça complexe, c'est dans la réduction de la complexité ou des complexités que cerveau a plaidé à mettre bon concept au singulier. Et des fois, on paraît au singulier pluriel. Mais en fait, nous ne pouvons pas parler d'un univers, nous faisons pour parler des univers.
nous ne pouvons pas parler d'une seule origine, nous devons parler des origines des univers. Puisque dans le temps, ça nous y est là, comme monde, on ne peut pas penser son seul univers qui gagne, il faut chercher une seule origine. En entendant que nous croyons que effectivement l'univers il y a à la fois physique comme élément matériel, mais il y a un côté immatériel tout qui fait l'exister, qui fait que nous ne pouvons pas chercher un seul univers. Dans l'univers, il faut chercher des univers dans les univers et des origines des origines. Donc à partir de ce moment, je crois qu'il faut nous parler d'une question, dont on formule que l'équilibre. Tout ça qui justifie l'univers à tout ça que là dans les univers, c'est parce que yo soutenu la vie. Or, là on parle de l'équilibre universel, on va parler de tout se tient. Donc maintenant, on va demander nous qui gère l'univers dans toute ça, ou bien les univers dans toute ça, qui gère supporter la vie, ça c'est la première phase de la question. Et comment nous expliquer, parce que tout se tient, il y a un phénomène qui est le champion, ou bien encore les champions de l'extrême. Côté, en forme de vie, hein, on a parlé de règne, là, en principe, en passant, on a dit qu'il y a 12 règnes au lieu de 3 règnes. Oui. Ou réduit en 3, mais c'est 12 qui gagnent. Ouais. Ça, c'est les champions de l'extrême, d'après nous-mêmes. Pour qui ça? Les univers construits de telle sorte que il y a des formes de vie, l'eau barrel dans de l'eau, ils font gens, ils modifient ces cellules pour lui vivre dans la sécheresse, dans le désert. Donc, qui comprennent les fous de la science que vous êtes, phénomène qui est les champions de l'extrême en matière de vie. Champions de l'extrême. Merci, monsieur. Moi, mettez chapeau bas devant nous pour qualité exposer ça. Bon, c'est bien sûr une fierté tout pour partager l'espace université l'État. Mais il y a un point qui n'est pas soulevé et que moi, je nous mettez sous le tapis. C'est à partir du courant nominaliste là. La science qui prend origine tout à partir du moment où l'homme commence à utiliser le langage pour nommer objet. En dehors du langage, la science n'est pas possible. Et si donc là, l'univers a une origine, c'est à partir du langage. Et sur cette base-là, je me base sur 2 auteurs. D'abord, sur Cratyle de Platon et sur Les mots et les choses de Michel Foucault. Et je vous propose de clarifier ce point-là pour l'auditoire. Merci. Allez. Je vais répondre en premier parce que je n'ai aimé que 2 petits monsieur ont fini. Je vais répondre directement au collègue de toujours, Alex Pierre, pour me dire Alex. Et en fait, en matière de modération ou de discuter, c'est peut-être un panel qui est plus difficile pour me gérer dans le café philo. Parce que débat, déjà avant même nous monter sur le plateau pour nous commencer à discuter, depuis le commencement là, nous avons commencé à faire débat. À tel point, obligé de courir, etc. Nous avons tant senti après le bruit. C'est possible, je voulais dire dans toute honnêteté intellectuelle, je vais faire tout effort pour me préciser, pour m'essayer d'atterrir moi, monsieur, nous échouer. Mais je fait tout, ça me sortir avec garantie, peut-être satisfaction personnelle, c'est que je pensais faire tout ça qui était possible pour faire ça atterrir. Je ne dois pas réussir, je ne suis pas satisfait, je ne suis pas satisfait de certains gens, mais ouais. Mais ça, on l'a bagage, je voulais dire. Moi, absolument, moi, avant nous, toujours dans le débat, ça, dans la question de occidentalisation et qui s'est débat afrocentrisme. Bon, bah, qui est extrêmement important. Dernière fois, au moment de me clarifier, je ne pas de faire parce que je dois m'y prendre. Il faut d'accord que toute recherche, que occidentaux, ça va faire, si on très poussé, parce que pour moi, science, que c'est sciences humaines et sociales, que c'est sciences naturelles, ils arrivent à faire tout pour ça, ils arrivent à comprendre tout phénomène humain et naturel, ça, parce que les gens qui ont science, ça, ils ont foutu dans la colonisation et dans l'esclavage. C'est grâce à ça qui fait qu'ils arrivent dans le côté où il y a. Et moi, je n'ai aucun problème embrasser ça pour me battre avec eux sur le même terrain. C'est la position afrocentrisme en Chita. Maintenant, les différences cosmogonie, cosmologie, quelque part, il y a raison, partie de cosmogonie pour arriver à cosmologie. C'est vrai qu'il y a le même objectif, c'est-à-dire que expliquer les origines. Mais à regarder,
genre science occidentale a fonctionné, des manches fondamentalement différents. Alors, moi remercie Gain Prince tout à l'heure qui a parlé de culture scientifique. C'est le moment pour moi rendre hommage à moi, Dr. Daniel Mathuin, parce que moi, bagay ça, je connais grâce à Dr. Daniel Mathuin, qui pour me faire transition immédiatement à un aspect en question, remarrer, à m'espérer bien prononcer le coup-ci. Remarrer. C'est bon? Remarrer. Ah, on fait. D'accord, très bien. Alors, on aspect en question, pour est-ce que reste partie question, me sauver, me faire lâche, me vague, me casser gars, me sauver. Mais, champion de l'extrême en ce qui concerne l'origine de la vie. Ma bon, bref élément de réponse, il y a 3 théories sur l'origine de la vie. C'est comme ça nous-mêmes scientifiquement nous expliquons. La théorie de la génération spontanée, formulée par Aristote, présentée de l'organe, qui est démontrée par Louis Pasteur et qui tombait en désuétude, malheureusement pas développée. Deuxième théorie, c'est la théorie de la panspermie et cosmique, justement, qui était formulée depuis l'Antiquité avec Anaxagore, qui va reprendre au 19e siècle avec Hermann Helmholtz, et que tenant actuellement c'est Fred Hoyle avec Chandra Wickramasinghe. Et dernière théorie, c'est-à-dire en fait théorie, génération spontanée, on dit que la vie peut être de lui-même. Ou pour on vient là, mouche calée. Mais c'est parce que mouche te pond des œufs, l'en vient là. On m'a fait effort là, on va demander à Alex. Deuxièmement, théorie panspermie cosmique, la vie sortit ailleurs. Les sortit dans comète. Et il y a 2 variantes, il y a la lithopanspermie, c'est comète qui potèle, et il y a la pathospermie. Il y a une maladie que nous avons sur la Terre d'origine extraterrestre. Je vais parler de petits hommes verts. Et dernière théorie, c'est la théorie physico-chimique de Stanley Miller et de Harold Clayton Orey, que nous avons fait des expériences que la vie t'appelle à partir d'un sous-primitif qui était ici dans le commencement de la planète. C'est comme ça, nous-mêmes, scientifiquement, nous expliquer l'apparition de la vie sur la Terre. Avec théorie aristotélicienne qui est tombée. Et par rapport à Prince, pour me finir, ce dernier élément, ça, moi, l'évoquer 2 auteurs, mais je pense que monsieur après parler de ambiguïté, m'a parlé là avec philosophie, du langage, avec, ou pas câbler, on est tant que Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein qui posait difficulté que le langage humain gagne pour parler de réalité. Sous ça, je passe par là, Alvomar et à Gaël. Ok, merci Gaël. Rapidement, m'a dit que, bon, pas gagne nous qui t'a parlé de la Lune vient avant, etc. Les hypothèses les plus sérieuses en matière de science, il dit que la Terre est entrée en collision avec l'autre protoplanète et que collision était tellement énorme que il finit par aboutir à la Lune. Il aboutit à genre d'hypothèse ça à partir de composition la Lune et de composition croûte terrestre là. Donc c'est des bagages qui m'ont des recherches. C'est pas pendant nos chita là vraiment que nous sommes capables d'éclairer une série de points. Les amis ont parlé de comment plomb a transformé en uranium. Eh bien c'est parce que il y aurait les désintégrations. Ok, qui permettent que un atome capable de désintégrer. Parce qu'il y a des atomes qui ne sont pas stables. Un atome d'uranium et 235 sont atomes qui gagnent 235 protons en dedans. Ils ne sont pas stables à cause qu'il y a trop de protons. L'air comme ça, ils désintégrent. C'est ça qui fait qu'on dit qu'il y a des éléments qui sont radioactifs. Parce que ils toujours à désintégrés. Par uranium, c'est une là-dedans. Et ce n'est pas seulement uranium. Carbone 14 désintégré. Et c'est grâce à la désintégration carbone 14 que vous êtes capable de dater une série d'éléments archéologiques. Donc c'est un bagage qui, dans la nature, que les atomes se transforment en d'autres atomes. D'ailleurs, le bombe qui a explosé sur Hiroshima, son transformation, c'est un paquet de neutrons qui t'a frappé une molécule d'uranium qui casse en deux, et parmi lesquels il produit proton, et énergie cassée, ça produit bombe. Et bombe qui est plus puissant actuellement là, c'est pas bombe atomique, c'est bombe hydrogène, parce que même c'est fusion liée. Son bombe qui gagne 2 processus là-dedans. Un premier bombe à fission qui explose là-dedans, parce que pour capable de fusion, il faut qu'on gagne des températures qui de l'ordre de dizaines de millions de degrés. Donc, il a explosé une bombe à fission qui produit quantité de degrés ça, qui permettent que l'hydrogène, en particulier deutérium, qui c'est un isotope de l'hydrogène, parce qu'il y a 2 neutrons, entrer en collision et produit des héliums, qui produit une énergie encore beaucoup plus faramineuse. Donc, ce qui veut dire, c'est pas la première fois dans la nature que un élément a transformé en d'autres éléments. Sauf que, ou pas quand on est à la caillou, on brassé vers brassé à droite, pour faire un atome transformer en l'autre atome, ce que l'alchimiste a essayé de faire, bon, grâce à Dieu, l'alchimie, c'est permettre de découvrir chimie. Moi, je dit que, moi, je te dit ça au commencement, je ne suis pas ni astrologue, excusez-moi, ni astronome,
ni astrophysicien, ni cosmologiste. Moi, c'est un avocat. Mais depuis 14 ans, alors, depuis que moi j'ai 14 ans, je lis ça m'a dit là. Donc, ce qui veut dire, j'ai pris un temps, mon ami, pour me comprendre ça m'a dit. Et c'est vraiment très difficile pour expliquer des termes à des gens qui peut-être entendaient pour la première fois. Comment vous voulez pour m'expliquer ce qui s'est passé dans une particule, les gravitons, que la science lui-même peut finir chita sous lui. Qui vous voulez pour m'expliquer l'intrication quantique. Qui vous voulez pour m'expliquer plus que Dim Recadou que l'univers gonflé tant qu'on blade. Je ne vais pas dire plus que ça et c'est précisément là que m'a appuyé l'homme dans la question langage là. Le langage ne peut pas parler de la réalité dans toute sa splendeur, si je me dis comme ça. Et moi, je suis capable de donner des exemples assez clairs. Par exemple, ça aurait l'intrication quantique là. Pas de façon dans le langage, sinon que utiliser des exemples. Yo dit comme ça que une particule capable de traverser son mur. Mais c'est ça seulement que je dis. Yo dit comme ça que un atome, électron plusieurs côtés à la fois. Ouais. Mais c'est pas plusieurs côtés à la fois, c'est vrai. C'est une façon pour dire que statistiquement, li là. Donc, li pas facile pour vulgariser des bagages que ou même on prend temps avant de comprendre ni. Ou lit toute qualité de livre qui fait pour petit monde. Moi, je songe m'acheter un livre qui est la chimie, qui te gagne dans la chimie, la biochimie et la chimie organique. Mais c'était pour petit monde, il était fait. Donc ça dit que pas de temps pour faire vulgarisation pour ta satisfaction que tu as voulu gagner. Et m'a rappelé que au niveau de la science, le multivers est une hypothèse. Il n'est pas une théorie. Ça n'a pas été prouvé. Multivers, c'est une conséquence d'une théorie que travaille actuellement, qui est la théorie des cordes, ou plus précisément théorie M, théorie des membranes. Là qui a côté APC connecter deux théories qui, jusqu'à présent, pour montrer que vous prenez un défaut, que vous avez une faiblesse, qui c'est la relativité générale et la physique quantique, il a PCC unifié parce que si vous pas unifié deux théories, ça ne peut pas expliquer qui ça qui passait après Big Bang, avant Big Bang alors. Parce que le Big Bang rassemblait deux théories ça. Parce que pendant que l'infiniment grand était en dedans un petit point, ce qui veut dire l'infiniment grand était du même côté que l'infiniment petit. Et pour question support la vie, bon, je ne vais pas dire rien sur ça parce que l'homme déjà parlé. Moi, je te dis, je ne parle que de bagages scientifiques. Oui, nous allons parler de bagages philosophiques après. Mais la vie, et bon, me disons bagages philosophiques. Moi, je me revendique toujours d'être centrien, en ce sens que l'existence n'a pas de sens. Oui. La vie est là. C'est un design. Il n'y a pas l'autre bagaille. Que la vie soit là ou pas là, l'univers est toujours là. L'univers n'a pas besoin de la vie pour exister. L'univers a peut-être besoin de la vie pour réfléchir dessus, mais pas pour exister. Les êtres vivants à l'extrême, bon, c'est des barrières qui sont déjà établis en biologie. Ce qui permettent ça, permettent dans la science, ils permettent aux sciences qui à peine prennent naissance que l'exobiologie. C'est l'étude des êtres vivants sur d'autres systèmes solaires, d'autres planètes. Et à cause de êtres vivants qui sont capables de supporter plusieurs centaines de degrés, et bien, voilà, ils permettent que capable de la vie sur d'autres planètes et que nous pas seuls être vivants sur la Terre. Gaël, il faut vraiment finir café là. Ah, faut bon temps parce que on Jean-Baptiste pas qu'à entrer, on l'autre Jean-Baptiste. Et je m'a pas la voter rapidement. Vraiment désolé si tu t'es arrêté à Stephen Hawking parce que moi je suis à Brian Greene, c'est-à-dire je suis dans la théorie des cordes, je suis à Ed Wheaton, je suis dans la théorie de la matrice, je suis à Heisenberg. Non mais laissez parler l'intervenant. Je suis à Werner Heisenberg, je suis dans les particules quantiques, les particules subatomiques, je suis dans la physique nucléaire et aussi je suis dans ce qu'on appellerait la fusion à froid. Ça vole ma tapalé italien qui sont l'autre procédé pour créer des bombes nucléaires. Fusion à froid, c'est une bombe si on y crée, il n'y a pas aucune possibilité pour la vie d'exister dans aucun côté encore sur un area d'environ 250 millions de kilomètres. Donc, et je crois que j'ai répondu à Rémaret. Et dans mes pour ton petite précision sur cosmogonie et cosmologie parce que il y a un bon bout de temps de cela j'avais un échange entre moi et un ami, un proche
sous question cosmologie et cosmogonie, je prends un exemple très simple. La Lune a été appelée chez les Grecs, si je ne me trompe pas, Volmar, c'est l'aîné. C'est l'aîné pour qui raison? Parce que, ouais, c'est l'aîné pour qui raison? Parce que l'homme, dès que il commence, et parce que c'est là tout la science commençait banalement, l'homme dès que il commençait à regarder ciel là, il commençait à reconnaître par constellation en tant que tel, il commençait à reconnaître des formes que l'a côtoyé dans sa vie de tous les jours, il commençait bas au nom, et bien pour moi-même penser c'est la science qui a commencé. Bien entendu, c'est pas la science en tant que tel, on a dit au moins c'est l'astronomie a commencé originellement. Et puis il y a de l'autre civilisations, les Assyriens, les Sumériens, les Babyloniens, les Égyptiens, notamment les Égyptiens qui ont donné les mathématiques, qui font un travail extrêmement intéressant ensemble avec la mathématique des astres. On me demande de nous arrêter. Ah. On va aller plus vite pour nous finir. Non, on me demande de... Ah mais ok, d'accord. Les Égyptiens, je disais, qui ont fait un travail extraordinaire avec les mathématiques, ils mettent les mathématiques là, dans l'astrophysique là notamment. Ils mettent les de façon telle que si on a une possibilité d'aller sur le plateau de Gizeh, la prendre compte, il y a des millions d'années de cela, et le grand sphinx que vous voyez devant la grande pyramide Khéops, Gizeh même, pardon, eh bien, il est aligné exactement avec une constellation qui est dans le ciel là, pardon, qui c'est la constellation d'Orion. Son façon pour montrer que la divinité a une quelconque importance dans le rapport science ensemble avec l'humanité. Mais on va arrêter là seulement. Il va aller plus loin. De nos jours, on parle des Aztèques, des Incas et des Mayas qui viennent ensemble avec des procédés mécaniques, des procédés physiques que physiciens et que mathématiciens ont utilisés de nos jours. Vous avez par exemple... Oui. Non, mais ma répondre. Pour finir très rapidement, ensemble avec un certain Volden Laguerre, qui sont haïtiens, qui fait une théorie acyclique sur le temps, qui saisit mathématiquement la théorie d'Einstein, le E égale MC2, il saisit mathématiquement pour lui montrer les bagages. Qui ça veut dire par exemple? Ça veut dire que nous, à peine commencer à comprendre qui ça a passé dans une petite partie dans l'univers, nous avons observé. Nous ne pouvons pas aller plus loin pour nous dire de l'autre bagaille qui a passé là-dedans, nous arriver saisir, nous arriver comprendre. Et puis, je n'avais pas mentionné que la Lune était une planète, j'ai seulement dit que non scientifique, la Lune, c'était parce que c'est lui-même entré en collision sous forme d'une protoplanète, Volmar Sodhi-Satalea, qui bat naissance à la Terre. Et puis, une dernière chose, vraiment, une dernière chose, on ne peut pas parler des univers dans cet univers parce que jusqu'à présent, nous sommes conscients que mon seul univers théorique et scientifiquement prouvé. Tout l'autre univers, ce sont des hypothèses, tout comme le voyage dans le temps. Merci. Bien. Alors, je vais finir rapidement pour me dire que c'est panel, j'aime dire tout à l'heure, qui était plus difficile pour me gérer dans le café. Mais je dis, 15 août, pendant que l'État choisit chômer, il a fait des abstentions alors que pas fêté 14 août qui était hier, il a fêté aujourd'hui. Nous-mêmes nous décidons de faire science dans café philo et nous faisons science et c'est naturel, nous faisons science et cérémoniale. Ça ne veut dire que pour autant n'oubliez ni cérémonie bois caïman, ni révolte 23 août 1711 ans. Nous avons rendez-vous semaine prochaine pour nous traiter ce sujet. Merci. Et puis moi, c'est même butin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout butin brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser. C'est qui bon ça y mauvais. Mais t'es en liberté. J'apprends ton résilier, j'apprends ton espérer. Haïti chérie.